Bienvenue à tous, merci à vous de votre fidélité avec notre rendez-vous sportif. Aujourd'hui, beaucoup de football, de la NBA et de la moto. D'ailleurs, je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal par du football. La Juventus de Turin est sacrée championne d'Italie sans avoir joué. En effet, les Turinois doivent affronter l'Atalanta Bergame ce lundi, mais ils ont pu compter sur la lourde défaite de l'AS Roma 4-1 à Catane. C'est le 3e titre consécutif de la Juve, la première fois de son histoire que ça arrive. Mais une polémique qui persiste néanmoins. La vieille dame affirme que le titre de 2014 est le 32e de son histoire, alors que la fédération italienne lui en attribue que 30. Eh bien, cette différence réside dans le retrait des 2 titres de la Juve gagnés sur le terrain en 2005 et 2006, mais retirés administrativement. Rappelez-vous, suite à l'affaire Calciopoli, c'était les histoires de matchs truqués. Direction l'Espagne. Que s'est-il passé ce week-end en Espagne à 3 journées de la fin? Tous les favoris nous ont fait peur. On commence tout de suite par l'Atlético qui s'est fait surprendre par l'équipe de Levante après leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Simeone sont déconcentrés. Felipe Luis marque contre son camp sur corner. Levante procède par contre et va doubler la mise en seconde mi-temps. L'Atlético qui finit par s'incliner 2-0 et qui met en péril son titre de champion. Le Real Madrid a reçu au Bernabéu l'équipe de Valence qui n'a plus rien à jouer cette saison. Stupeur juste avant la mi-temps. Le Français Jérémy Mathieu ouvre le score sur corner. Le Real répond par l'intermédiaire de Sergio Ramos. L'Espagnol est surmotivé pour la course au titre. Mais les Valencians ne se dégonflent pas et reprennent l'avantage grâce à Dani Parejo. Et c'est un énorme Ronaldo qu'il faut à Madrid pour sauver les meubles portugais. Gratifie le public d'un geste incroyable qui nous rappelle un peu Zlatan Ibrahimovic. Je vous laisse apprécier. Le Real fait match nul de partout. Enfin, le Barça n'a pas su profiter du faux pas de ses adversaires directs contre Retafe. Léo Messi ouvre le score sur un très bon centre de Dani Alves. Mais l'équipe madrilène va égaliser sur un coup franc pour le mot original. Une louche qui surprend la défense et Lafita fusille le gardien. Le Barça va reprendre l'avantage après un léger cafouillage dans la surface. Alexis trompe le gardien adverse. Et on est dans le temps additionnel. Le Barça s'achemine vers la victoire, c'est sans compter sur Lafita. Encore lui, bien servi dans la surface, il marque de la tête et foudroie l'équipe catalane. À 2 journées de la fin, tout est encore possible au classement. L'Atlético, toujours en tête, doit engranger 4 points en 2 matchs pour être sacré, mais devra se déplacer au Camp Nou lors de la dernière journée. Le Real Madrid a encore 3 rencontres à disputer. Il doit non seulement toutes les remporter, mais également compter sur une victoire du Barça contre l'Atlético. Et malgré les déboires du Barça, les supporters catalans ne désespèrent pas. Ils savent qu'ils peuvent compter sur un homme. Il est argentin, il est rapide, vif et marque des buts à l'appel. Son nom, c'est évidemment Léo Messi. Il doit tout au FC Barcelone et ça, il le rend bien au club de son cœur. Portrait d'un génie du football qui a bien failli ne jamais jouer pour un club professionnel. Regardez. À seulement 27 ans, Lionel Messi, capitaine de l'équipe argentine de football, est déjà une légende. Pourtant, la carrière du joueur aux 4 ballons d'or n'était pas gagnée d'avance. Messi a grandi dans une famille pauvre, dans cette maison de Rosario, la 3e plus grande ville d'Argentine. Son père est ouvrier dans une usine d'acier et sa mère, femme de ménage à mi-temps. Il commence à jouer au football à l'âge de 5 ans et fait très vite preuve de capacité impressionnante. Il était diablement bon avec le ballon. Il restait collé à lui. Il allait tellement vite avec ses petites foulées qu'il dépassait facilement les autres joueurs. Mais Lionel Messi a un problème de taille. À 9 ans, il mesure seulement 1,27 m, la taille moyenne d'un enfant de 2 ans plus jeune. Je me souviens de cet enfant qui était si petit, si menu qu'il fallait le prendre dans nos bras car il était très timide. Après une série de tests, les médecins lui diagnostiquent un déficit en hormones de croissance, une maladie qui aurait pu ruiner ses rêves de football. Mais c'était sans compter le caractère du joueur. Son médecin de l'époque se souvient d'un enfant qui refusait de baisser les bras. Il demandait toujours s'il allait grandir pour pouvoir jouer au football. Et je lui disais qu'il allait devenir plus grand que Maradona, que je ne savais pas s'il jouerait mieux que lui, mais qu'il serait plus grand. Pendant plusieurs années, Lionel Messi a subi de coûteuses injections d'hormones, d'abord payées par l'assurance de son père, puis par le FC Barcelone, qu'il a rejoint adolescent. Aujourd'hui, il mesure 1,67 m, soit 2 cm de plus que Diego Maradona, l'autre légende du foot argentin.
Il savait qu'il était petit et que ça représentait un désavantage dans le sport. D'habitude, les enfants veulent être grands pour le physique, pour plaire aux filles. Lui, il voulait jouer au football. Lionel Messi est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de Barcelone et le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 4 ballons d'or. Cet été, il portera le rêve de l'Argentine, décrocher un 3e titre mondial après le triomphe de Maradona en 1986. Et on passe au championnat d'Angleterre. Le suspense reste entier. Liverpool n'a pas encore dit son dernier mot. Les Reds doivent affronter Crystal Palace lundi soir. Un déplacement qui s'annonce un peu périlleux face au 11e du championnat. Mais la pression de la victoire demeure. Un seul faux pas. Et les hommes de Brendan Rodgers perdent tout espoir de titre. Et je vous propose de jeter tout de suite un coup d'œil au classement. Si Manchester City s'impose lors des 2 derniers matchs, les Sky Blues seront sacrés champions d'Angleterre. La victoire 3-2 sur le terrain d'Everton a fait beaucoup de bien aux hommes de Manuel Pellegrini. C'est plié par contre pour Chelsea. Les hommes de José Mourinho ont fait match nul à domicile contre Norwich et abandonnent donc évidemment le titre définitivement. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite José Mourinho à propos de ce match nul. Je pense que quand on perd une demi-finale de Ligue des Champions, et il faut être réaliste, que l'on n'est plus vraiment dans la course au titre, le mental disparaît, la concentration diminue. Especially the mental energy disappear. Ce sont des génies. Pep Guardiola et José Mourinho ont entraîné les plus grands clubs. Leurs méthodes de travail et leurs principes sont devenus de véritables références en matière de football. Et cette année, ils signent tous les deux une saison en demi-teinte. Leur parcours en Ligue des Champions s'est arrêté net. Ni Chelsea ni le Bayern n'ont atteint la finale. Aujourd'hui, ces 2 entraîneurs déchaînent des critiques. Retour sur ces polémiques avec Lise Barenbaum. Plus que des entraîneurs, ce sont des artistes du ballon rond. On attendait beaucoup d'eux cette saison et ils nous ont déçus en Ligue des Champions. José Mourinho et Pep Guardiola n'ont pas réussi à imposer leur style de jeu pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Côté munichois, Pep Guardiola a dû ravaler son orgueil. Après le terrible 4-0 infligé par le Real Madrid en demi-finale sur son propre terrain de l'Allianz Arena, le club fait profil bas. Et le coach espagnol l'a bien compris. Je sais que c'est un soir difficile pour nous, pour moi et les joueurs. Je suis très fier de mon équipe, de mes footballeurs. La raison pour laquelle nous avons été aussi mauvais en première mi-temps, c'est parce que nous ne possédions pas le ballon. Une attaque inoffensive et une défense fébrile, la méthode Guardiola est un alliage de possession de ballon et de tiki-taka, un enchaînement de passes rapides, et ça n'a pas fait ses preuves. Pourtant, d'autres grands entraîneurs manifestent leur soutien au Rekordmeister. On a l'impression que critiquer la philosophie de Pep Guardiola et son style de jeu est un passage obligé. Sa méthode a très bien marché pendant longtemps. Maintenant, il vient de perdre contre une équipe qui joue différemment. Difficile de s'imposer après son excellent prédécesseur, Jupp Heynckes, qui avait réussi le triplé, championnat d'Allemagne, Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne en 2013. Le Real, ça n'est pas Braunschweig, ce n'est pas en gardant le ballon qu'on marque. Et Pep Guardiola n'est pas Jupp Heynckes. Une équipe ridiculisée qui devra rester mobilisée jusqu'au 17 mai, soir de finale de la Coupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund. À Londres, l'atmosphère n'est pas plus festive. Chelsea a été atomisé par l'Atlético Madrid 3-1 à Stamford Bridge. Les détracteurs s'insurgent et dénoncent l'anti-football du plus cynique des entraîneurs. La faute à la stratégie ultra-défensive du technicien portugais. Pourtant, The Special One affiche un palmarès impressionnant. Près de 70% de victoires en 685 matchs. Il a entraîné les plus grandes équipes, l'Inter de Milan, le Real Madrid, Chelsea. Mais après son élimination en C1 cette année, le roi de la provocation perd de sa superbe, mais continue à féliciter ses joueurs. Les joueurs ont tout donné. Je suis content d'eux. Ils peuvent rentrer à la maison la tête haute. Aucun problème, ils ont fait leur travail. Un de ses joueurs, Eden Hazard, n'a pas hésité à déclarer dans la presse que Chelsea n'est pas une équipe faite pour jouer au foot. Des attaques qui ne sont pas restées sans réponse.
Quand les commentaires viennent d'un joueur comme Eden Hazard, c'est normal. Il n'est pas le genre de footballeur prêt à se sacrifier à 100% pour son équipe ou ses coéquipiers. Les hommes de Guardiola et de Mourinho accusent le coup, pendant que Madrid va fièrement à la finale avec ses merengues et ses colchoneros. Et on va parler du championnat de France. À présent, l'Olympique de Marseille remporte l'Olympico grâce notamment à un doublé d'André-Pierre Gignac, une victoire 4-2 pour le Prestige qui relance tous les espoirs de la Ligue Europa pour les Phocéens. Lille fait match nul contre Bastia et Saint-Etienne s'impose face à Montpellier 2-0 et conforte sa 4e place au classement. Le Paris Saint-Germain et Monaco joueront mercredi puisqu'ils affrontent respectivement Rennes et Guingamp, les 2 finalistes de la Coupe de France. Au classement, le Paris Saint-Germain peut être sacré champion dès mercredi, une victoire qui suffira aux joueurs de la capitale. Monaco, de son côté, est déjà assuré de finir second. Enfin, Lille devrait, sauf catastrophe, prendre la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est donc en route pour son 2e titre de Ligue 1 et l'un des grands artisans des résultats de cette équipe, c'est Edinson Cavani. L'attaquant uruguayen a moins brillé que lorsqu'il jouait à Naples. C'est un travailleur de l'ombre, un homme au service du collectif. Avec son compatriote Luis Suarez, il s'est fixé une mission: emmener la sélection nationale le plus haut possible lors de la Coupe du Monde. On revient sur le parcours de ces 2 joueurs qui sont nés la même année, au même endroit et qui entendent bien se retrouver 27 ans plus tard sur le toit du monde. Regardez. Salto est une ville paisible de 120 000 habitants dans le nord-ouest de l'Uruguay, au bord de la rivière qui sépare le pays de l'Argentine. Peu de monde connaîtrait son existence si elle n'avait vu grandir 2 stars internationales du football. Edinson Cavani et Luis Suarez sont tous les 2 nés ici, il y a 27 ans, à la plus grande fierté des habitants. Si vous vous promenez dans la rue, vous verrez que tous les maillots sont au nom de Cavani ou de Suarez. Ce sont d'eux et pas de l'équipe nationale dont les gens sont fans. Edinson Cavani est le fils de l'ancien joueur et entraîneur de football Luis Cavani. Il a grandi dans un quartier de classe moyenne et étudié dans cette école privée catholique. Daniel Baldassari, qui a surveillé cette cour de récréation pendant 33 ans, se souvient de la passion du jeune Cavani pour le foot. Déjà petit, il adorait jouer. Il était très doué. Il jouait chaque fois comme si c'était la dernière. Il connaît tout. Parfois, on devait le punir parce qu'il aimait tellement jouer et gagner qu'il devenait un peu bagarreur. Luis Suarez est né dans une famille beaucoup plus modeste, dans l'un des quartiers les plus pauvres de Salto. Enfant, il a fréquenté cette école primaire avant de déménager à Montevideo avec sa famille. Selon son ancien entraîneur de football pour enfants, qui l'a vu jouer à l'âge de 5 ans, son talent était déjà visible. Ça se voyait qu'il jouait bien, qu'il allait être bon, parce qu'il avait cette vivacité. Il savait où se placer sur le terrain. Cavani et Suarez jouent désormais dans des équipes internationales de haut niveau, le Paris Saint-Germain en France et Liverpool en Angleterre, où ils gagnent plusieurs millions d'euros. L'Uruguay, arrivé en demi-finale du précédent mondial en Afrique du Sud, compte sur leur talent d'attaquant pour emmener l'équipe le plus loin possible cette année au Brésil. Une responsabilité qu'ils sont prêts à assumer, selon le père d'Edinson Cavani. Ils ont plus d'expérience, plus de pratique, et je crois qu'ils seront des joueurs beaucoup plus importants que lors de la dernière Coupe du Monde. Chaque soir, les joueurs de l'ancien club de foot de Cavani à Salto s'entraînent. Grâce à leurs 2 compatriotes, ils peuvent croire que leurs rêves de football pourront un jour se réaliser. Allez, on prend des nouvelles de la NBA. Ça y est, on connaît les derniers qualifiés pour les demi-finales de la conférence Ouest. Les Nets de Brooklyn se débarrassent des Toronto Raptors. Les 2 équipes auront été au bout du suspense. Une série qui s'est jouée jusqu'au 7e et dernier match et un score très serré puisque les Nets s'imposent 104-103 et pourtant Toronto a tout donné devant un public chauffé à bloc. Les Canadiens étaient menés de 7 points à moins de 2 minutes de la fin puis sont revenus au score avant que Kyle Lowry n'échoue lors de sa dernière tentative qui aurait pu donner la victoire aux siens. On va jeter tout de suite un œil aux rencontres à venir. Les San Antonio, qui ont eu beaucoup de mal à se débarrasser de Dallas, joueront contre Portland. Les Clippers de Los Angeles affronteront Oklahoma City et son meilleur joueur Kevin Durant. À l'Est, l'Indiana, qui a dû lutter jusqu'au bout contre Atlanta, défiera les Wizards de Washington. Enfin, les tenants du titre de Miami seront opposés aux Brooklyn Nets.
Enfin, un mot de moto, Marc Marquez continue son parcours parfait cette saison, 4e victoire en 4 Grands Prix. Depuis le début de l'année, Marc Marquez n'a plus aucun concurrent sur les circuits de MotoGP. L'Espagnol a écrasé tout le monde de sa fougue à Jerez. Le numéro 93 n'a laissé place à aucun suspense, peut-être dans les premiers tours, laissant quelques mètres d'avance à l'Italien Valentino Rossi. Mais Marquez n'a pas laissé place au doute bien longtemps. Il a repris la première place puis s'est envolé vers sa 100e victoire de sa carrière, toutes catégories confondues. Bravo à lui. C'est la fin de cette émission, que le temps passe vite en votre compagnie. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai eu à la présenter. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sportives, évidemment. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.